Bienvenue à nos chères auditrices et nos auditeurs pour cette vidéo sur la protection internationale des droits de l'homme, où on va explorer un petit peu l'importance et l'évolution de la protection des droits de l'homme à travers le monde. Donc, on commence par le commencement, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. C'est un document historique qui marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Il a été élaboré en réponse aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, reflétant la conviction mondiale que les droits fondamentaux de chaque individu doivent être protégés pour éviter de telles horreurs à l'avenir. La Déclaration universelle établit des normes communes de réalisation pour tous les peuples et toutes les nations, énonçant un large éventail de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. L'importance des droits de l'homme ne peut être surestimée. Ils sont le fondement même de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Les droits de l'homme garantissent la dignité et la valeur de chaque personne, indépendamment de leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, propriété, naissance ou autre statut. En garantissant ces droits, nous nous assurons que chaque individu peut vivre sans crainte de persécution, d'injustice ou de discrimination. Les droits de l'homme sont également essentiels pour le développement durable. Ils permettent de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l'égalité des sexes, de garantir une éducation de qualité pour tous. En outre, les droits de l'homme jouent un rôle très important dans la protection de l'environnement et la promotion des sociétés pacifiques et inclusives. Ils sont intrinsèquement liés à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Et donc, en résumé, la protection internationale des droits de l'homme, c'est un pilier central de l'ordre mondial moderne et reflète un petit peu l'engagement universel à promouvoir et à protéger la dignité humaine et à construire un monde plus juste et pacifique pour tous. Donc, au cours de toute cette présentation, nous allons explorer un petit peu les différentes facettes de cette protection, ses évolutions historiques, ses défis actuels et les perspectives futures. Alors, les droits de l'homme sont des normes juridiques. Sont des normes juridiques et morales qui visent à protéger les individus contre les abus de pouvoir et à garantir leur dignité et leur liberté fondamentale. Ils sont universels, inaliénables et interdépendants, ce qui signifie qu'ils s'appliquent à tous les êtres humains sans distinction, qu'ils ne peuvent être retirés et qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Ces droits jouent un rôle très important dans le droit international, en établissant un certain nombre de standards auxquels les États doivent adhérer et en fournissant une base pour les actions des organisations internationales et des tribunaux aussi. Les sources de droits de l'homme sont variées et reflètent une multitude d'influences culturelles, philosophiques et religieuses. L'une des sources principales, ce sera la religion, où de nombreuses traditions religieuses ont prôné le respect de la dignité humaine et la justice sociale. Que ce soit par exemple les enseignements de l'islam, du christianisme, du judaïsme, ils contiennent tous des principes qui soutiennent les droits de l'homme. La nature humaine est également une source fondamentale des droits de l'homme. C'est une perspective souvent associée à la théorie du droit naturel, qui soutient que les droits de l'homme sont ancrés dans la nature même de l'être humain. Selon cette théorie, il existe des principes universels et absolus qui régissent tous les êtres humains, indépendamment des lois et des coutumes locales. Ces principes sont considérés comme intrinsèquement justes et constituent une base pour le développement des droits de l'homme moderne. La société joue également un rôle essentiel dans la formation et la reconnaissance des droits de l'homme. Les mouvements sociaux et les luttes pour la justice ont souvent été moteurs de l'évolution des droits de l'homme. Les révolutions et les mouvements de libération ont conduit à la reconnaissance et à l'expansion des droits civils et politiques, tandis que les luttes pour l'égalité économique et sociale ont mis en lumière l'importance des droits économiques, sociaux et culturels.
Alors, la théorie du droit naturel a eu un impact historique significatif sur la protection des droits de l'homme et elle a influencé un certain nombre de penseurs clés comme John Locke, et qui a soutenu que les individus possèdent des droits naturels inaliénables tels que la vie, la liberté et la propriété. Ces idées ont été fondamentales pour les révolutions américaines, françaises, etc., et ont façonné la rédaction de documents historiques tels que la Déclaration d'indépendance des États-Unis, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, etc. D'autres théories modernes des droits de l'homme ont évolué pour intégrer une compréhension plus nuancée et contextuelle des droits. Alors, contrairement aux théories classiques qui se concentraient principalement sur le droit civil et politique, les théories contemporaines reconnaissent l'importance des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, ce développement reflète un petit peu une vision plus intégrée et holistique des droits de l'homme qui considère le bien-être et la dignité humaine dans une variété de contextes. Une approche moderne des droits de l'homme met l'accent sur les politiques publiques et les valeurs interconnectées. Cela inclut le respect de la dignité humaine, la protection contre les abus de pouvoir, la promotion du bien-être social et économique et la garantie de la participation démocratique. Ces valeurs sont souvent considérées comme interdépendantes et indivisibles, chaque aspect des droits de l'homme étant lié aux autres. Cependant, cette vision universaliste des droits de l'homme se heurte souvent au relativisme culturel. Alors, le relativisme culturel, il soutient que les normes et valeurs des droits de l'homme doivent être interprétées dans le contexte des traditions culturelles et des croyances locales. Selon cette perspective, l'imposition de normes universelles peut être perçue comme une forme de néocolonialisme ou d'impérialisme culturel qui ne respecte pas les diversités et les particularités locales. La tension entre l'universalité des droits de l'homme et le relativisme culturel est un débat central dans le domaine des droits de l'homme. D'un côté, les défenseurs de l'universalité affirment que certains droits fondamentaux sont intrinsèques à la dignité humaine et doivent être respectés partout, indépendamment des contextes culturels. Par exemple, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et la protection contre l'esclavage sont souvent cités comme des droits non négociables. De l'autre côté, les partisans du relativisme culturel soutiennent que les droits de l'homme doivent être adaptés au contexte spécifique et traditions locales. Ils affirment aussi que les normes universelles peuvent parfois entrer en conflit avec les pratiques culturelles, religieuses ou sociales profondément enracinées. Par exemple, certaines pratiques traditionnelles, comme certaines formes de justice communautaire, ou les rôles de genre peuvent être en contradiction avec les standards internationaux des droits de l'homme. Alors, ce débat pose des défis importants pour la protection des droits de l'homme. D'une part, il est important de respecter et de promouvoir les droits fondamentaux qui garantissent la dignité et le bien-être de chaque individu. Et d'autre part, il est nécessaire de reconnaître et de respecter la diversité culturelle et de trouver des moyens de concilier les normes internationales avec les traditions locales. Au XIXe siècle, le développement du droit international a été fortement influencé par les doctrines positivistes et la notion de souveraineté étatique. Le positivisme juridique mettait l'accent sur les règles formelles et les accords entre États, considérant le droit international comme un système de normes créé par les États souverains. Alors, selon cette perspective, les États étaient les principaux sujets du droit international et leurs actions étaient guidées par les traités et les conventions auxquelles ils avaient volontairement adhéré. La souveraineté étatique signifiait que les États étaient libres de déterminer leurs propres affaires internes sans ingérence extérieure, ce qui limitait la portée des interventions en matière de droits de l'homme. Cependant, cette approche a commencé à changer avec les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Les horreurs aussi, un certain nombre d'horreurs, par exemple l'Holocauste, etc., et d'autres violations massives des droits de l'homme ont révélé les insuffisances des doctrines positivistes et la nécessité de protéger les individus contre les abus, même lorsque ceux-ci étaient perpétrés par des États souverains. En réponse à ces événements, la communauté internationale a adopté une série de mesures pour renforcer la protection des droits de l'homme au niveau international. Alors, la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, elle a marqué un tournant décisif dans le développement du droit international des droits de l'homme.
La Charte des Nations Unies adoptée cette année-là a affirmé la détermination des États membres à promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentaux pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies a établi un cadre de référence universel pour les droits de l'homme, posant les bases de nombreux traités et conventions futures. L'impact de la Seconde Guerre mondiale a également conduit à la création de tribunaux internationaux pour juger les crimes les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été établis pour juger les dirigeants nazis et japonais responsables de ces atrocités, posant ainsi un précédent important pour la responsabilité internationale des violations des droits de l'homme. Parallèlement à ces développements institutionnels, les organisations non gouvernementales ont joué aussi un rôle croissant dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Des organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres ont été à l'avant-garde de la documentation des violations des droits de l'homme, de la sensibilisation de l'opinion publique et du plaidoyer pour les réformes politiques et légales. Les ONG ont souvent agi comme des vigies indépendantes, dénonçant les abus et pressant les gouvernements et les institutions internationales à agir. Le rôle des ONG a été particulièrement important dans des contextes où les États étaient réticents ou incapables de protéger les droits de leurs citoyens. En mobilisant l'opinion publique internationale et en utilisant les mécanismes de droits de l'homme disponibles au niveau des Nations Unies et des régimes régionaux, les ONG ont réussi à obtenir des changements significatifs à tenir les responsables de violation des droits de l'homme pour responsables. Voilà le principe. On va partir maintenant vers, nous allons explorer certains principes fondamentaux du droit international des droits de l'homme et l'évolution de l'interprétation de la règle de non-ingérence. Et nous allons aussi aborder les droits indérogeables en temps de guerre ou d'urgence publique, ainsi que la reconnaissance du droit à la santé dans le droit international et le rôle de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, tout d'abord, la règle de non-ingérence dans les affaires intérieures des États est un principe fondamental du droit international. Selon ce principe, aucun État ou organisation internationale n'a le droit d'intervenir dans les affaires internes d'un autre État souverain. Ce principe vise à protéger la souveraineté des États et à maintenir l'ordre international. Cependant, au fil du temps, l'interprétation de cette règle a évolué, notamment en matière de droits de l'homme. Alors que la souveraineté reste un pilier du droit international, il est désormais largement accepté que les violations graves et systématiques des droits de l'homme justifient une intervention internationale. Cette évolution a été catalysée par les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale et la reconnaissance que les droits de l'homme transcendent les frontières nationales. Et donc, deuxièmement, nous avons un certain nombre de droits, ce qu'on appelle les droits indérogeables, également appelés les droits non dérogeables, sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être suspendus même en temps de guerre ou d'urgence publique. Ces droits incluent le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et l'interdiction de l'esclavage et de la servitude. Ces droits sont protégés de manière absolue parce qu'ils sont considérés comme essentiels à la dignité humaine et à la survie. Par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 15, stipule que certaines dérogations peuvent être permises en temps d'urgence publique, mais précise explicitement que certains droits comme le droit à la vie et l'interdiction de la torture, ne peuvent jamais être suspendus. Aussi, il y a le droit à la santé, est de plus en plus reconnu comme un droit fondamental dans le droit international. Et la Constitution, d'ailleurs, de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée en 1946, énonce que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Ce droit à la santé inclut non seulement l'accès aux soins de santé, mais aussi les déterminants sociaux de la santé, tels que l'accès à l'eau potable, l'alimentation adéquate, le logement décent, etc. La reconnaissance du droit à la santé a été renforcée par divers instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont l'article 12 stipule que les États
les États parties reconnaissent le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. L'OMS joue un rôle très important dans la promotion et la protection de ce droit à la santé et en tant qu'agent spécialisé des Nations Unies, elle est responsable de la coordination des efforts internationaux en matière de santé publique. Elle, pour cela, elle élabore des normes et des directives et fournit une assistance technique au pays et joue un rôle clé dans la réponse aux urgences sanitaires mondiales, notamment, comme on l'a vu récemment, Covid-19. Voilà que nous arrivons maintenant à un point où on va examiner un petit peu les dispositions de la Charte des Nations Unies concernant les droits de l'homme, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme et son influence mondiale, ainsi que la différence, on va voir un petit peu la différence entre les droits individuels et collectifs avec des exemples de droits collectifs. La Charte des Nations Unies, signée en 1945, c'est un document fondateur de l'Organisation des Nations Unies et établit un petit peu les principaux objectifs de l'ONU, parmi lesquels figurent la promotion et la protection des droits de l'homme. L'article 1 de la Charte stipule que l'un des buts de l'ONU est de réaliser la coopération internationale en résolvant des problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en développant et encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. De plus, l'article 55, il affirme un petit peu l'engagement de l'ONU à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, il marque un tournant historique dans la promotion des droits de l'homme, puisqu'elle énonce un petit peu un ensemble de droits et libertés fondamentaux auxquels tous les êtres humains ont droit. Elle a servi de modèle pour de nombreux traités internationaux, constitutions nationales et législations relatives aux droits de l'homme. Et parmi les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on trouve le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à un procès équitable et la liberté d'opinion et d'expression. Et donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme a non seulement influencé un petit peu le développement du droit international, mais a également joué un rôle très important dans la sensibilisation mondiale et la mobilisation en faveur des droits de l'homme. Alors, la différence entre droit individuel et collectif est un aspect important du droit international des droits de l'homme. Les droits individuels sont ceux qui appartiennent à chaque personne en tant qu'individu. Il inclut les droits tels que le droit à la liberté d'expression, le droit à un procès équitable et le droit à la vie privée. Ces droits sont protégés contre les violations par les États et tout autre acteur. Par exemple, le droit à la liberté d'expression permet à un individu de s'exprimer librement sans crainte de répression et le droit à un procès équitable garantit que chaque personne a accès à une procédure judiciaire impartielle. En revanche, les droits collectifs sont des droits appartenant à un groupe de personnes en tant que communauté. Et ces droits reconnaissent que certains droits ne peuvent être pleinement réalisés qu'à travers la protection de l'identité et de la culture de groupes spécifiques. Un exemple de droit collectif est le droit à l'autodétermination qui permet à un peuple de déterminer librement son statut politique et de poursuivre librement son développement économique, social et culturel. Ce droit est particulièrement pertinent pour les peuples autochtones et les minorités nationales qui cherchent à préserver leur culture, leur langue et leur tradition. Un autre exemple de droit collectif est la protection contre le génocide qui vise à prévenir un petit peu et à punir les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est un instrument clé dans ce domaine. Alors aussi, il y a un concept très important, qui est le concept de protection régionale des droits de l'homme. Et la protection régionale des droits de l'homme désigne des mécanismes et institutions spécifiques établis au niveau régional pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Donc, ces mécanismes complètent et renforcent les efforts internationaux en fournissant des structures adaptées au contexte régional. L'approche régionale
permet de mieux prendre en compte les particularités culturelles, historiques, politiques des régions, tout en assurant une coopération étroite entre les pays voisins. La coopération régionale est importante pour renforcer les droits de l'homme, puisqu'elle facilite un petit peu l'échange de bonnes pratiques, l'harmonisation des normes et la mise en œuvre efficace des instruments de droits de l'homme. En travaillant un petit peu ensemble, les pays peuvent mieux surveiller et promouvoir le respect des droits de l'homme, résoudre les conflits et prévenir un certain nombre de violations. Et les organisations régionales jouent un rôle très important en soutenant les États membres dans leurs efforts de protection des droits de l'homme, en fournissant des plateformes de dialogue et en offrant un certain nombre de mécanismes de recours. Alors, le Conseil de l'Europe, par exemple, est fondé en 1949. C'est la principale organisation régionale en matière de droits de l'homme en Europe. Et il compte déjà actuellement, je pense, 47 membres. Il a pour objectif de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Son instrument phare est la Convention européenne des droits de l'homme, qui établit une série de droits et libertés fondamentaux et permet aux individus de porter plainte contre la Cour devant la Cour européenne des droits de l'homme en cas de violation. Vous savez, l'Union européenne a également développé des mécanismes importants pour la protection des droits de l'homme. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est juridiquement contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, et rassemble l'ensemble des droits civils, politiques, économiques et sociaux garantis par l'Union européenne. Les institutions de l'UE, telles que la Cour de justice de l'Union européenne, jouent un rôle essentiel dans la garantie de ces droits. Vous avez aussi l'Organisation des États américains, fondée en 1948, c'est la principale organisation régionale en Amérique, qui a adopté la Convention américaine des droits de l'homme et qui est supervisée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et vous avez la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ces institutions, ils examinent l'ensemble des plaintes individuelles et interétatiques et peuvent émettre des recommandations ou des jugements contraignants. Alors, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, initialement créée dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe en 1975, il était une organisation régionale qui abordait une large gamme de questions de sécurité, y compris celles de droits de l'homme. Et vous avez aussi l'Union africaine, successeur de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a adopté la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981, qui est mise en œuvre par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc ces organes surveillent un petit peu la conformité des États membres aux obligations en matière des droits de l'homme et peuvent recevoir des plaintes individuelles et interétatiques. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le Conseil de l'Europe qui a été fondé en 1949 par 10 États, 5 mai 1949, par 10 États membres d'origine, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Pays-Bas, le Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. C'est un organisme qui a été créé pour promouvoir l'unité et la coopération en Europe après la Seconde Guerre mondiale, afin de prévenir les futures guerres et de favoriser un petit peu la paix et la stabilité sur le continent. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe compte plus de 47 membres, couvrant presque tout le continent européen. Alors, les objectifs principaux du Conseil sont inscrits dans l'article 1 de son statut. Ils comprennent l'unité entre les États membres pour sauvegarder et réaliser des idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, ainsi que faciliter un petit peu leur progrès économique et social. Alors, pour atteindre ces objectifs, le Conseil promeut le respect des droits de l'homme, le pluralisme démocratique et l'état de droit. Ces principes sont fondamentaux pour le développement et le maintien des sociétés démocratiques stables et prospères. Un des accomplissements les plus significatifs du Conseil de l'Europe est la Convention européenne des droits de l'homme, signée le 4 novembre 1950 à Rome et qui est entrée en vigueur en 1953, donc le 3 septembre 1953. Elle a été élaborée dans le contexte des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est clair, avec l'intention de protéger les droits et libertés fondamentaux des individus contre les abus de pouvoir. Donc, la CEDH, c'est un traité international qui oblige un petit peu les États membres à respecter une série de droits civils
et politiques de base. Et vous avez la Commission européenne, la Convention européenne des droits de l'homme qui a introduit un petit peu des droits essentiels tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture, le droit à la liberté, à la sécurité, le droit à un procès équitable. Et qui a établi aussi la Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg, qui permet aux individus de porter plainte contre les violations de leurs droits par les États membres. Les décisions de cette Cour sont contraignantes pour les États, assurant ainsi un mécanisme de recours efficace et une surveillance continue du respect des droits de l'homme en Europe. Alors, la Convention et la Cour représentent les piliers du système de protection des droits de l'homme en Europe. C'est un modèle pour d'autres régions du monde, puisque grâce à ces institutions, le Conseil de l'Europe a joué un rôle très important dans le renforcement des normes et des droits de l'homme et dans l'amélioration de la vie de millions de personnes sur le continent européen. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme couvre un ensemble de droits fondamentaux qui sont essentiels à la dignité humaine et à la protection des libertés individuelles. Et on peut citer parmi les principaux droits couverts par cette Convention le droit à la vie, article 2. Donc, toute personne a droit à la vie. La privation de la vie est interdite, sauf dans les cas strictement définis par la loi, tels que la légitime défense ou l'exécution d'une peine capitale dans les pays où celle-ci est encore en vigueur, etc. Il y a aussi l'interdiction de la torture. Donc, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le droit à la liberté et à la sécurité. Donc, toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. La détention arbitraire est interdite. Le droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Le respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de changer de religion ou de conviction. La liberté d'expression. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Donc, ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. La liberté de réunion et d'association. Donc, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association avec d'autres, y compris le droit de former des syndicats et d'y adhérer. Là aussi, la non-discrimination, donc la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune, telle que sexe, race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. En complément de ces droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme est enrichie par plusieurs protocoles additionnels qui étendent la protection des droits et introduisent un petit peu de nouveaux droits. Alors, vous avez le premier protocole qui protège un petit peu le droit de propriété, le droit à l'éducation, le droit à des élections libres par scrutin secret. Vous avez aussi le protocole 4 qui interdit un petit peu l'emprisonnement pour dette civile, garantit le droit à la libre circulation et au choix de résidence et protège un petit peu le droit d'entrer dans son propre pays. Pardon. Aussi, vous avez le protocole 6 qui prévoit l'abolition de la peine de mort en temps de paix. Protocole 7, il accorde des droits supplémentaires aux étrangers, comme la protection contre l'expulsion arbitraire, le droit à la révision des condamnations pénales et l'interdiction de la double incrimination. Vous avez le protocole 12 aussi, il étend l'interdiction de la discrimination à toute jouissance d'un droit légalement reconnu, indépendamment de son origine dans la Convention. Un autre protocole qui abolit la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre. Donc, le dernier, par exemple, on peut citer le dernier protocole, par exemple, qui permet aux plus hautes juridictions des États parties de demander des avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l'homme sur des questions de principe concernant l'interprétation et l'application des droits et libertés définis dans la Convention
ou ces protocoles. Et donc, ces protocoles additionnels ils démontrent l'engagement continu des États membres du Conseil de l'Europe à renforcer et à élargir la protection des droits de l'homme en Europe, assurant ainsi une adaptation continue aux défis et évolutions contemporaines. Les États partis à la Convention européenne des droits de l'homme ont des obligations essentielles pour assurer la protection des droits de l'homme au sein de leur juridiction. Vous avez chaque État parti à la CEDH s'engage à respecter et garantir les droits et libertés définis dans la Convention, c'est clair. Et cette obligation implique plusieurs aspects fondamentaux. Donc, premièrement, le respect, respecter et garantir les droits. Et deuxièmement, l'incorporation dans la législation nationale. Ils sont obligés d'incorporer les dispositifs dans les législations nationales. Et l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors aussi, la Cour européenne des droits de l'homme, elle adopte une approche téléologique et évolutive pour interpréter la Convention. Cette approche reconnaît que le CEDH est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles et des évolutions sociales et juridiques. Alors, téléologique, c'est-à-dire que cette méthode, l'interprétation téléologique, se concentre sur l'objectif et le but de la Convention, plutôt que de s'attacher à une interprétation littérale des termes. Donc, à la Cour d'examiner l'intention sous-jacente des dispositions de la Convention pour garantir une meilleure protection des droits. L'interprétation évolutive, donc la Convention comme un texte, c'est un texte dynamique qui doit s'adapter au changement de la société. Et cela signifie que les normes de la CEDH peuvent évoluer pour refléter les nouvelles réalités sociales, politiques et technologiques. Par exemple, les droits tels que le respect de la vie privée ont été interprétés pour inclure la protection contre la surveillance numérique excessive. Alors, un autre point essentiel, c'est l'harmonie avec les autres principes de droit international. Donc, la Cour doit s'efforcer d'interpréter la Convention de manière cohérente avec d'autres instruments, principes du droit international. Cela inclut la prise en compte des normes établies par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et le respect des obligations erga omnes à l'égard de tous, c'est-à-dire des États partis. Vous avez un certain nombre d'exemples. La Cour elle a rendu plusieurs arrêts illustrant cette approche téléologique et évolutive. Vous avez Tirer contre l'United Kingdom en 1978. La Cour a interprété la notion de traitement inhumain ou dégradant de manière à refléter les normes contemporaines, déclarant que la fustigation d'un adolescent en vertu d'une loi ancienne violait l'article 3 de la Convention. Vous avez aussi l'affaire Christine Goodwin contre la Grande-Bretagne en 2002, où la Cour a reconnu les droits des personnes transgenres en affirmant que le refus de permettre à une personne transgenre de changer également de sexe était une violation de l'article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Donc, ces approches et décisions montrent comment la Cour européenne des droits de l'homme travaille pour s'assurer que la Convention reste pertinente et efficace dans la protection des droits de l'homme à travers le temps. D'autres jurisprudences clés en matière de droits de l'homme, prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez l'affaire El Oisido contre la Turquie, c'est une affaire qui a établi un précédent important concernant la responsabilité extraterritoriale des États partis à la Convention. Une citoyenne chypriote grecque, Titina Loisido, qui a été empêchée d'accéder à ses biens situés dans le nord de Chypre, qui fait partie de la Turquie. Et la Cour avait statué que la Turquie exerçait un contrôle effectif sur le territoire du nord de Chypre, par l'intermédiaire, bien sûr, ce qui engageait un petit peu sa responsabilité en vertu de la CEDH. Et donc la Cour elle a également souligné que la Convention doit être interprétée de manière à protéger les droits de l'homme de manière effective, même au-delà des frontières nationales. Vous avez aussi l'affaire Bankovic contre le Belgium, contre la Belgique. Et dans cette affaire, la Cour a clarifié les limites de l'application extraterritoriale de la Convention.
Et donc, les requérants, des citoyens yougoslaves, ont allégué que les bombardements de l'OTAN sur le Belgrade constituent une violation de leurs droits en vertu de la CEDH. La Cour a conclu que les bombardements en dehors du territoire des États contractants ne tombaient pas sous la juridiction de la Convention, puisque celle-ci a un champ d'application essentiellement territorial. Cette décision établit que l'exercice de la juridiction extraterritoriale par un État contractant était exceptionnel et devait être interprété de manière restrictive. Vous avez aussi Skeini contre la Grande-Bretagne. C'est une décision qui a élargi un petit peu la portée de l'application extraterritoriale de la Convention, où les requérants étaient des familles de civils irakiens tués par des forces britanniques en Irak. Donc, la Cour a jugé que les activités de forces britanniques en Irak relevaient de la juridiction de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, au sens de l'article 1 de la CEDH. Donc, la Cour a déclaré que lorsque l'État exerce un contrôle et une autorité sur les individus en dehors de son territoire, il doit garantir les droits et libertés de la Convention à ces individus. Cette décision a marqué un tournant dans la reconnaissance des obligations des États parties à l'égard des individus sous leur contrôle extra-territorial. Alors, le système de la Convention est conçu aussi pour assurer une protection efficace des droits de l'homme à travers un mécanisme judiciaire indépendant et impartial. Alors, vous avez premièrement la composition. La Cour est composée d'un nombre de juges égal à celui des États parties à la Convention. Un juge unique peut déclarer une requête individuelle irrecevable ou la railler du rôle lorsque cette décision peut être prise sans examen complémentaire. C'est une procédure qui permet de filtrer un petit peu les requêtes manifestement infondées et de gérer efficacement le volume élevé des affaires. Vous avez aussi les comités de 3 juges qui peuvent à l'unanimité déclarer une requête individuelle irrecevable ou la rayer du rôle, ou encore déclarer une requête irrecevable et rendre un arrêt sur le fond si la question soulevée fait déjà l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour. Vous avez la Grande Chambre. La Grande Chambre est saisie dans des cas d'importance exceptionnelle ou lorsqu'une chambre se dessaisit. Les décisions de la Grande Chambre sont définitives et ont une autorité accrue en raison de leur nature collégiale. Donc, un petit peu l'ensemble de ces éléments illustrent le fonctionnement sophistiqué et rigoureux de la Cour, qui garantissent un petit peu une protection robuste et évolutive des droits de l'homme en Europe. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la protection internationale des droits de l'homme. Nous avons exploré un certain nombre de principes fondamentaux, des théories et des développements historiques, ainsi que les systèmes et mécanismes régionaux et internationaux qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Merci encore et à bientôt pour d'autres discussions sur des sujets relatifs au droit international.